le support à l'écran, mais je vais laisser du coup Maxime Ducinesi vous présenter le webinaire en quelques mots introductifs et notre collaboration ensemble dans le cadre de ces webinaires depuis plusieurs mois maintenant. Tout d'abord, merci d'être présent. Et donc aujourd'hui, vous allez assister au webinaire consacré au mode de rupture du contrat de travail. Donc, il sera co-animé du coup avec Camille Charousset, du coup collaboratrice du cabinet Cornille Avocat. Du coup, il ressortait du sondage que ce thème en particulier était particulièrement sollicité. Donc, l'objectif du webinaire sera d'avoir une vision d'ensemble sur les différents modes de rupture. On écartera du coup le licenciement pour motif économique qui sera susceptible de faire l'objet d'un webinaire dédié. Donc, j'en profite pour vous indiquer que le prochain webinaire co-animé avec le cabinet Cornillier sera du coup le 22 septembre 2022. Donc, vous pouvez l'indiquer dans vos agendas. Et également, du coup, dans le cadre de ce webinaire, nous rappelons qu'il faut toujours appliquer les dispositions légales, mais aussi les spécificités liées à la convention collective applicable. Pour cette fois, du coup, nous vous invitons, si vous avez des questions à poser, à les poser dans l'onglet « Discussion » et non pas dans l'onglet « Questions-réponses » comme on le faisait auparavant. Et vu que le sujet sera assez dense, on prendra du coup les questions récurrentes, mais du coup, on relèvera les autres questions qu'on n'aura pas pu traiter pour du coup les indiquer dans le support. Et du coup, on indiquera également la réponse au même moment. Donc, on va pouvoir commencer la présentation. Oui, effectivement, on a une présentation très, très dense puisqu'on va essayer d'avoir vraiment une vision globale et complète de tous les modes de rupture du contrat de travail qui existent depuis l'embauche de votre salarié, donc depuis le début de sa période d'essai, jusqu'à la rupture de son contrat de travail, qu'elle soit à votre initiative, à la sienne, ou voire même d'une initiative commune dans le cadre d'une rupture conventionnelle. On va avoir toutes les possibilités à votre disposition, les points de vigilance, les règles principales de procédure, puisqu'on ne va pas pouvoir forcément rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'est vraiment que vous connaissiez tous les outils et instruments à votre disposition dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée. Est-ce que vous voyez où est le support? Je pense que c'est bon. Donc, on peut avancer, je pense. Je vais peut-être récupérer. Alors, peut-être juste pour un rappel très rapide sur pourquoi on s'intéresse au mode de rupture du contrat de travail et pourquoi c'est spécifique. C'est spécifique dans le cadre d'un contrat de travail parce que le contrat de travail est un contrat particulier dans lequel on considère que le salarié doit bénéficier d'une protection particulière puisque c'est une partie, entre guillemets, faible au contrat de travail, en tout cas une partie qui doit être protégée. Comme le consommateur dans le droit de la consommation. Donc, cette protection, elle se traduit par des règles à respecter lorsque l'employeur veut rompre le contrat pour protéger le salarié des abus éventuels de l'employeur, notamment dans le cadre d'un licenciement. Et c'est pour ça que toute rupture du contrat doit être motivée et doit respecter une procédure contradictoire pour que le salarié soit en mesure de s'expliquer, éventuellement de contester cette rupture. Alors, les ruptures à l'initiative d'une partie au contrat. On va commencer par la fin de la période d'essai d'abord. Période d'essai qui est une période vraiment spécifique au contrat de travail, au début du contrat de travail, qui poursuit un objet particulier. C'est ce que Maxime vous exposera et c'est ce qui explique que la rupture de la période d'essai soit beaucoup plus simple que la rupture du contrat de travail après période d'essai. Ensuite, on évoquera le licenciement non économique. Donc, on fera un balayage de tous les types de licenciements personnels qui existent, puisqu'il n'y a pas que le licenciement disciplinaire, il y a d'autres types de licenciements. Ensuite, la rupture anticipée du CDD, et on n'oubliera pas évidemment le CDDI, la démission à l'initiative du salarié, la retraite, puisque c'est aussi un mode de rupture du contrat de travail. Ensuite, les ruptures d'un commun accord. Donc, il n'en existe qu'une aujourd'hui, c'est la rupture conventionnelle. On reverra les conditions de fond pour avoir accès à la rupture conventionnelle et la procédure qui s'applique. Et enfin, deux types de ruptures très particuliers sur lesquels on passera vite, c'est un contexte conflictuel, contentieux, que sont la prise d'acte et la résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié. Alors, commençons par la fin de la période d'essai. Alors, du coup, la période d'essai, comme vous le savez, a pour objectif de permettre à l'employeur d'évaluer
les compétences du coup du salarié dans des conditions qu'on va considérer comme normales, donc d'exécution, et effectivement pour le salarié également de son côté d'apprécier si les conditions d'exercice et d'emploi du coup lui conviennent pour poursuivre effectivement le contrat. Donc pour la durée du coup, de la période d'essai et la question de son renouvellement, dans le cadre du CDI, il faudra respecter les dispositions de la convention collective, à savoir du coup une durée de 2 mois pour les employés et 4 mois pour les cadres. Le renouvellement éventuel du coup doit être prévu au contrat de travail préalablement et il va être formalisé par un avenant lorsqu'il aura lieu. Dans le cadre du CDD, du coup, la durée maximale va être de 1 jour par semaine sans que cette durée puisse dépasser 2 semaines pour donc les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois. Pour les contrats du coup supérieurs à 6 mois, cette durée sera d'1 mois maximum. S'agissant du coup de la fin de la période d'essai, il n'y a pas d'exigence du coup de motivation ni de formalisme. Toutefois, comme d'habitude, par sécurité, on privilégiera la lettre avec accusé-réception. Si le motif de la rupture du coup est la faute du salarié, dans ce cas-là, il faut respecter du coup la procédure du coup de licenciement, et pour ça, je vous renvoie du coup au webinaire qu'on a pu faire préalablement. Ensuite, concernant du coup la période d'essai, dans le cas de si vous y mettez fin, il faut effectivement respecter un délai de prévenance qui va dépendre du nombre de jours de présence au sein de la structure. Donc, ce délai sera de 24 heures en dessous de 8 jours de présence, de 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, de 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence. La période d'essai renouvellement inclus ne pourra pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Donc, il faut anticiper du coup en cas de rupture et bien respecter ce délai de prévenance. Sinon, effectivement, l'exécution va ouvrir droit au salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Et cette indemnité sera égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçu si, du coup, il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance. Indemnité compensatrice de congés payés comprise. Pour sa part, du coup, le salarié a également l'obligation de respecter un délai de prévenance. Il devra respecter, lui, un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai sera ramené à 24 heures si sa durée de présence au sein de la structure est inférieure à 8 jours. Tout à fait. Merci Maxime. Effectivement, essayez de prévoir des points réguliers pendant la période d'essai pour pouvoir vous apercevoir éventuellement du fait que la relation de travail ne vous convient pas avant la fin de la période d'essai. Et si jamais vous n'êtes pas en mesure de respecter le délai de prévenance, surtout ne prolongez pas la période d'essai au-delà de son terme. Vous y mettez fin au terme prévu et vous payez juste le complément qui correspond à la différence du délai de prévenance qui n'a pas pu être respecté. Surtout, ne jamais prolonger une période d'essai au-delà du terme qui était prévu dans le contrat. Le licenciement, maintenant, non économique. Alors, vous avez déjà le licenciement disciplinaire. C'est le licenciement pour faute qui doit être évidemment prévu dans votre règlement intérieur si vous en avez un. Vous avez 3 niveaux de gradation pour le licenciement disciplinaire, c'est-à-dire 3 gravités de la faute. D'abord, la cause réelle et sérieuse, la faute simple. Donc, c'est celle qui donne droit au préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de congé payé. On en avait parlé lors des précédents webinaires, peut-être que certains y avaient participé, de cette cause réelle et sérieuse, et certains d'entre vous m'avaient demandé des exemples sur justement ce qu'était une faute simple et pas une faute grave. Et j'en avais fourni quelques-uns. Donc, par exemple, absence injustifiée de plusieurs jours d'un salarié qui avait déjà été averti pour le même motif. Ce n'est pas forcément une faute grave, mais en tout cas, ça justifie un licenciement. Le refus d'effectuer un remplacement d'une journée en urgence d'un de ses collègues, où là, effectivement, ça a mis l'employeur en difficulté. Donc, c'est important aussi de prendre en compte les conséquences pour l'employeur du comportement du salarié, ou encore le fait pour un assistant dentaire de dire à 2 reprises à son employeur qu'il manque comme un arracheur de dents. Son employeur était un dentiste en l'occurrence. La faute grave, c'est celle qui empêche immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc là, c'est une faute qui est suffisamment grave pour dire au salarié
je ne peux pas poursuivre ton contrat de travail et de manière immédiate, je le romps et il faut que tu quittes l'entreprise. Donc là, c'est une faute qui doit quand même avoir une certaine gravité, de la maltraitance, des insultes, du harcèlement moral. Il faut quand même caractériser le fait que le salarié doit quitter son poste de manière immédiate. Et ça explique ce caractère immédiat qu'il n'y a pas de préavis. Il n'y a pas non plus d'indemnité de licenciement dans ce cas-là. Ce sera uniquement l'indemnité de congé payé. Et enfin, la faute lourde, là, c'est vraiment rarissime puisqu'il faut prouver, être en mesure de démontrer une intention de nuire de la part du salarié à son employeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un caractère vraiment volontaire dans la faute du salarié d'aller nuire à son employeur et de lui causer un préjudice. Donc, il faut vraiment pouvoir démontrer cette intention-là. Et dans ce cas-là, c'est la même chose, indemnité de congé payé. En revanche, il n'y a pas de portabilité des droits aux frais de santé et prévoyance. Dans les trois situations, ils peuvent s'inscrire au chômage et bénéficier des droits aux allocations de retour à l'emploi. Voilà, pour le licenciement disciplinaire, on reverra la procédure juste après, puisque la procédure pour tous les licenciements est commune. Hein. Donc, on va refaire un petit point de procédure juste après. Mais d'abord, voyons les licenciements non disciplinaires, donc pour motif personnel. On a regroupé les trois grandes catégories de licenciements qui ne sont pas fondés sur une faute. D'abord, vous avez des possibilités de licenciement pour motif objectif. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un fait qui n'est pas fautif en soi, mais qui va avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, qui va provoquer un trouble au fonctionnement de l'entreprise. Je vous ai mis les deux principaux en dessous. D'abord, vous avez les absences prolongées ou répétées du salarié qui causent un trouble au fonctionnement de l'entreprise et qui doivent donner lieu à son remplacement définitif. Dans ce cas-là, quand vous êtes en mesure de prouver que l'absence de ce salarié cause une désorganisation de votre entreprise et que vous avez été obligé de procéder à son remplacement définitif, parce que par exemple, vous ne pouvez pas embaucher des CDD, donc ça va être souvent sur des postes quand même assez stratégiques, hein, de DAF, DRH, chef de service, etc. Et bien dans ce cas-là, ce sera un motif de licenciement. Motif de licenciement qui n'est pas lié à l'état de santé, puisque ce serait discriminatoire, mais du coup aux effets de l'absence sur l'organisation de l'entreprise. Ensuite, les faits de la vie personnelle qui ont un impact aussi sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Là aussi, les faits de la vie personnelle ne sont en soi jamais fautifs, puisque ce n'est pas une faute professionnelle. En revanche, si ces faits-là ont un impact sur votre organisation, ils peuvent conduire à un licenciement. Par exemple, un de vos salariés qui aurait le samedi soir, en rentrant d'un apéro, perdu son permis de conduire parce qu'il était alcoolisé, vous ne pouvez pas lui reprocher en soi d'avoir conduit alcoolisé le samedi soir. Par contre, s'il a besoin du permis de conduire dans le cadre de ses fonctions, c'est nécessaire, impératif, ça peut justifier un licenciement. L'inaptitude, vous la connaissez aussi, l'inaptitude physique. Donc là, c'est assez normé, hein, puisque c'est basé sur un avis du médecin du travail qui va caractériser cette inaptitude, qui va caractériser les possibilités de reclassement que vous avez, les capacités professionnelles du salarié, la spécificité dans votre secteur du fait de la convention collective, qui est une spécificité quand même importante, c'est que l'indemnité de licenciement sera doublée en cas d'inaptitude physique. Donc, vous devez la multiplier par 2. Alors que dans la loi, l'indemnité de licenciement n'est doublée qu'en cas d'origine professionnelle de l'inaptitude physique. Donc, quand il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle. Votre convention collective est donc plus favorable puisque toute inaptitude donne droit au double de l'indemnité. Et enfin, le dernier motif non disciplinaire, c'est l'insuffisance professionnelle. Puisque ce n'est pas forcément des négligences volontaires du salarié, c'est vraiment une incapacité objective et durable du salarié à exécuter son emploi, qui correspond pourtant à sa qualification. Donc là, vous avez pas mal d'éléments que vous pouvez utiliser, des retards dans les réponses aux sollicitations, une mauvaise qualité du travail, une inadaptation à l'emploi. Ce n'est pas nécessairement une insuffisance de résultats. Ça peut en faire partie, l'insuffisance de résultats, mais ce n'est pas uniquement ça. Et ce n'est pas une faute professionnelle, sauf quand vraiment il y a un caractère volontaire de la part du salarié de mal faire ou de ne pas faire son travail. Ensuite, sur la procédure de licenciement, comme la procédure est commune pour tous les motifs de licenciement, on l'a mise à la fin avec quelques
particularité pour le licenciement disciplinaire, ce qui est important à retenir, c'est que vous avez 2 mois pour engager une procédure de licenciement disciplinaire à compter de la faute. Donc ça, c'est très important à respecter puisque c'est vraiment une condition de fond hein, pour que votre licenciement soit valable. Ensuite, la convocation entretien préalable pour tous les licenciements. Il faut que le salarié s'explique. Même si c'est une inaptitude physique totale, ça peut paraître un peu absurde de lui demander de s'expliquer sur son inaptitude, mais en tout cas, ça vous permet de lui présenter la procédure et à lui d'être éventuellement assisté. Les 5 jours ouvrables entre la convocation entretien et l'entretien préalable. 5 jours ouvrables à compter de la réception de la convocation d'entretien. Donc, il faut prendre en compte les délais postaux quand vous l'envoyez par recommandé. L'entretien préalable avec assistance du salarié. Donc là, ça dépend de la taille de votre structure. Soit c'est assistance par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller extérieur si vous n'avez pas de CSE. Il faut le mentionner dans la convocation. Soit si vous avez un CSE, le salarié peut être assisté par tout salarié de votre structure. Ensuite, vous avez entre 2 jours et 1 mois après l'entretien préalable pour notifier le licenciement, évidemment en lettre recommandée avec accusé de réception. Là, il est très, très important de pouvoir se ménager une preuve de la date. Depuis les ordonnances Macron, petite précision, le salarié a la possibilité de demander des précisions sur les motifs de son licenciement dans les 15 jours qui suivent la notification. Donc, il y en a parfois qui utilisent cette possibilité-là. Il ne faudra pas être surpris si c'est le cas. Et en ce cas-là, voilà, il faut lui apporter des éléments complémentaires sur le motif de son licenciement. Précision pour les salariés protégés, puisque là, la procédure est quand même beaucoup plus lourde. C'est vraiment une question à vous poser systématiquement quand vous engagez une procédure de licenciement. C'est est-ce que mon salarié bénéficie d'une protection particulière au titre d'un mandat, soit dans l'entreprise, soit extérieur. Par exemple, s'il a un mandat électif, s'il est conseiller prud'homal, etc. Dans ce cas-là, vous allez avoir forcément une demande d'autorisation à l'inspection du travail sur le licenciement et vous ne pourrez procéder à la notification du licenciement que quand vous aurez obtenu cette autorisation de l'inspecteur du travail. Sachant que pour les élus au CSE et les représentants syndicaux au CSE, vous devez en plus organiser, avant la demande d'autorisation, une réunion du CSE qui va devoir rendre un avis sur le licenciement envisagé. Donc là, il faut convoquer le salarié qui va aussi pouvoir s'expliquer pendant la réunion du CSE, présenter ses observations, etc. Donc, je vous laisserai prendre connaissance plus en détail de tous les délais applicables, mais c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit et de systématiquement se poser la question, sinon votre licenciement est irrégulier. Est-ce qu'on peut peut-être regarder les questions? Alors, peut-on décaler une fin de période d'essai lorsque la... Oui, tout à fait. Alors, la période d'essai, elle est suspendue et rallongée pendant toutes les périodes où le salarié est absent, quelle que soit la nature de l'absence. Puisque l'objet de la période d'essai, c'est d'apprécier les compétences professionnelles du salarié. Donc, ça suppose qu'il soit en train de travailler. Du coup, tout ce qui est arrêt maladie, congé sans solde, etc., ça va rallonger d'autant la durée de la période d'essai et vous n'avez pas besoin de le notifier. C'est automatique. Un licenciement disciplinaire est-il possible pendant un arrêt maladie d'un salarié? Tout à fait, ça n'y fait pas obstacle. La seule question à se poser, c'est est-ce que c'est un accident du travail ou une maladie professionnelle, puisque l'accident du travail ou la maladie professionnelle donne droit à une protection particulière du salarié, et dans ce cas-là, seul le licenciement pour faute grave est possible. Donc voilà, vraiment s'interroger sur la nature de l'arrêt maladie. Et puis, convoquer le salarié à un entretien préalable pendant 16 heures de sortie, c'est mieux. Alors, la rupture anticipée du CDD. Alors, comme son nom l'indique, du coup, le contrat à durée déterminée doit se poursuivre jusqu'à son terme, en principe. Toutefois, il existe des exceptions. On va distinguer du coup les exceptions qui relèvent du coup de l'initiative de l'employeur de celle de l'initiative du salarié. Donc, on va avoir la faute grave, le cas de force majeure et l'inaptitude physique. Pour le cas de force majeure, va sous-entendre que la continuité de la relation du coup employé-employeur est impossible. Dans l'éventualité où ça résulte d'un sinistre qui va rendre le travail impossible, l'employeur va être tenu de verser une indemnité compensatrice qui va être égale au salaire, encore une fois, que le salarié aurait dû obtenir si le contrat avait continué. L'indemnité de précarité ne sera pas versée.
Pour l'inaptitude physique, du coup, il y aura 2 mois pour procéder à un reclassement au salarié. Si le reclassement n'est pas possible ou en cas de refus du salarié, vous devrez notifier la rupture du CDD dans un délai d'1 mois qui suivra le constat d'inaptitude. Dans ce cas-là, le salarié va percevoir l'indemnité de rupture correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement, telle que prévue dans la convention collective. Ensuite, on a du coup les ruptures à l'initiative du salarié. C'est le cas du coup lorsque le salarié est embauché en CDI dans une autre entreprise. Dans ce cas-là, il faut distinguer 2 situations. On aura un préavis d'une durée d'1 jour minimum et 2 semaines maximum. Donc, 1 jour ouvré par semaine de effective en renouvellement inclus pour un contrat à terme précis. Quand il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dans ce cas-là, on comptabilisera 1 jour ouvré par semaine de préavis. Enfin, on a le cas du coup de la faute grave de l'employeur, qui peut être diverse. On a mis quelques exemples, le non-paiement des salaires, violence, harcèlement, etc. Et effectivement, dans ce cas-là, le salarié va devoir prendre acte du coup de la rupture. Pour manquement, il quittera immédiatement son poste. Dans ce cas-là, du coup, les salaires ne sont plus dus et il n'aura pas d'indemnité du coup à compter de son départ. Il lui appartiendra de saisir le conseil de prud'homme, du coup, suite à sa prise d'acte, pour les obtenir. Enfin, du coup, dans le cadre plus particulier des CDDI, en gros, c'est le même fonctionnement que le droit commun. On va juste avoir 2 petites spécificités. En cas d'embauche, du coup, suite à une évaluation en milieu professionnel ou à la suite d'une période d'essai, le salarié, du coup, pourra rompre immédiatement le CDDI. Et contrairement au CDD et ce qu'on vient de voir, il n'y aura pas de préavis qui sera dû. La deuxième spécificité, c'est le cas où le salarié en CDDI, du coup, va suivre une formation qui va conduire à une qualification. Dans ce cas-là, au regard des droits à l'assurance chômage, la rupture du CDDI qui aura lieu sera considérée comme une démission légitime et qui lui ouvrira du coup des droits. Tout à fait. Alors, on poursuit si on n'a pas de questions sur la rupture qui est à l'initiative du salarié, qui est la démission, qui est globalement simple, mais qui nécessite juste de s'assurer qu'elle est valable au moment où vous la recevez, puisqu'elle nécessite normalement d'être claire et non équivoque. Elle ne peut se déduire du comportement du salarié, comme des employeurs l'avaient tenté par le passé, en disant qu'un salarié, par exemple, qui ne vient plus travailler ou qui annonce qu'il ne reviendra plus travailler a démissionné. Il faut vraiment que vous ayez un écrit qui soit très clair sur la volonté du salarié de démissionner. Concernant le délai de préavis, c'est la durée la plus courte, la plus favorable au salarié, entre ce que prévoit le contrat de travail et la convention collective. En l'espèce, votre convention collective ne prévoit rien sur la question du préavis en cas de démission. Si le contrat de travail ne prévoit rien non plus, vous pouvez vous rapprocher à une position de la CPPMI, qui est la commission paritaire au niveau de votre branche. Considère que l'usage dans votre secteur d'activité, c'est un préavis d'1 mois pour les employés et techniciens et de 3 mois pour les cadres. Le point de départ du préavis, c'est la date de notification de la démission, donc la date à laquelle le salarié en a fait part à son employeur. Les conséquences de la démission, vous les connaissez et les salariés les connaissent très bien aussi. Pas d'indemnité, pas non plus de droit aux allocations de retour à l'emploi, sauf dans des cas spécifiques, mais qu'il faut quand même mentionner, de démission légitime. Vous pouvez aller regarder sur le site de Pôle emploi, il y a 17 situations de démission légitime qui ouvrent droit aux allocations de chômage, et notamment quand on doit suivre son conjoint dans une autre région ou que le conjoint est muté par son employeur ailleurs, ça fait partie des cas de démission légitime. Et ça, les salariés ne le savent pas forcément, donc c'est intéressant de les renseigner quand vous rencontrez ces situations. Rapidement, la retraite, pour vous exposer les 2 modalités de sortie du salarié, de rupture du contrat via la retraite. La plus courante, très largement, c'est le départ volontaire en retraite du salarié. En général, quand il a atteint l'âge de la retraite, il fait lui-même les démarches pour obtenir ses droits à la retraite. Là, c'est pareil, il faut une volonté claire et non équivoque, donc un courrier du salarié qui vous annonce son intention de partir à la retraite pour bénéficier de sa pension de vieillesse.
il doit avoir atteint l'âge minimum, qui est aujourd'hui de 62 ans, et respecter un préavis. Vous lui versez également une indemnité de départ à la retraite qui correspond à l'indemnité légale. Vous n'avez rien dans la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion. Donc là, il faut se référer à la loi qui dépend de l'ancienneté du salarié. Deuxième possibilité de départ en retraite pour les salariés qui ne partent pas d'eux-mêmes. C'est assez rare, mais il faut aussi savoir que ça existe. C'est à partir de l'âge légal de départ à la retraite. Quand vous sentez que le salarié commence à être un peu fatigué, vous pouvez l'interroger chaque année sur son intention de quitter l'entreprise pour prendre sa retraite, 3 mois avant sa date anniversaire. Donc, le salarié doit vous répondre au moment où vous l'interrogez, dans le mois qui suit, sur ses intentions. Ça vous permet aussi de pouvoir éventuellement anticiper son remplacement, ce qui est important pour votre activité. Sachant que lorsque le salarié a atteint l'âge de 70 ans, l'employeur a la possibilité de décider unilatéralement de le faire partir en retraite. Dans ce cas-là, c'est l'initiative de l'employeur et l'indemnité sera égale à l'indemnité de licenciement. Alors, on a des questions. Un salarié en CDDI qui part en emploi ou crée son entreprise doit-il fournir un document particulier pour justifier la fin du CDDI? Oui. Tu peux lui demander, mais ce n'est pas forcément prévu. Alors, ce n'est pas indiqué comme ça dans la loi. Après, il faut que effectivement, le salarié démontre qu'il est dans cette situation-là. Donc, sans qu'il y ait un document qui soit vraiment exigé par la loi, vous pouvez le demander quand même. Que faire s'il ne donne pas de nouvelles et a donc 2 contrats en cours? Effectivement, votre contrat, il faut que vous puissiez le rompre avec la preuve que le salarié est parti et a un contrat ailleurs, parce que sinon, vous êtes dans une situation assez inconfortable. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous arrêtez de le payer déjà quand il ne vient plus travailler. Mais effectivement, à mon avis, il faut l'interroger pour lui demander s'il a un autre contrat ailleurs et si le sien est rompu. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative de le rompre de vous-même si le salarié ne vous a pas donné l'information. C'est ça le problème. C'est un peu comme pour la démission. Il faut que là, l'initiative vienne du salarié. Donc, je ne prendrai pas de risque à votre place. Mais à partir du moment où la prestation n'est plus réalisée, vous n'avez plus d'obligation de verser le salaire. Et départ en retraite pour inaptitude au poste. Alors du coup là, on a deux... Enfin, il faut voir, c'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir 2 motifs de rupture qui se cumulent. Donc soit vous avez une inaptitude, et dans ce cas-là, vous appliquez les règles qui suivent l'inaptitude, c'est-à-dire soit vous recherchez le reclassement, vous n'en trouvez pas, vous licenciez, soit vous avez une dispense de reclassement et vous licenciez directement. Ou soit le salarié vous fait part de sa volonté de partir en retraite et dans ce cas-là, vous êtes en dehors du cadre de l'inaptitude. Mais j'avoue que le départ en retraite pour inaptitude, à mon avis... Éventuellement, on fera des recherches. Mais les 2 documents en main. Et du coup, le départ en retraite était prévu, a été demandé avant l'inaptitude parce qu'il va ce qui va importer, du coup, c'est le premier motif de rupture normalement qui prend le dessus. Donc, il faut que vous voyez par quel motif le contrat a été rompu en premier. C'est compliqué sinon d'appliquer 2 régimes. Un cadre de 60 ans demande sa retraite progressive pour 16 mois à 50%, l'employeur peut refuser. Alors oui, la retraite progressive, très rapidement. Là, c'est la possibilité pour un salarié à temps partiel de bénéficier en plus d'un complément de la CARSAT dans les 2 ans qui précèdent sa retraite. Donc à partir de 60 ans dans votre situation, le salarié, il n'a pas à vous demander d'autorisation quand il est déjà à temps partiel. En revanche, quand il est à temps plein, il doit vous demander l'autorisation de passer à temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive et vous êtes tout à fait en droit de refuser si ça ne correspond pas aux besoins de votre activité. Donc, vous n'avez pas d'obligation d'accepter le passage à temps partiel et là-dessus, je pense que votre convention collective ne prévoit rien. Il faudrait peut-être juste vérifier dans la convention collective, mais en tout cas, au niveau légal, vous n'avez pas d'obligation d'accepter ce passage à temps partiel. Alors, la rupture d'un commun accord cette fois. Donc, la rupture conventionnelle, donc là, a priori, c'est que les 2 parties souhaitent rompre la relation de travail
de manière concertée et consentie. Donc, il faut juste faire attention au vice du consentement quand vous êtes dans une situation un peu conflictuelle avec le salarié, que la demande du salarié ne soit pas assortie de griefs à votre rencontre. Il faut vraiment que vous ayez une demande claire et nette de rompre son contrat de travail par une rupture conventionnelle. Le montant de l'indemnité, il est au moins égal au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, la plus favorable des deux, l'indemnité de licenciement. Et bien sûr, comme c'est une rupture conventionnelle, vous pouvez tout à fait négocier une indemnité d'un montant supérieur avec le salarié. Et pour les salariés protégés, il faut demander l'autorisation à l'inspection du travail. Il faut aussi consulter le CSE, comme pour le licenciement. Et l'inspecteur du travail s'assurera qu'il n'y a pas de lien entre cette rupture conventionnelle et le mandat qui est détenu par le salarié. Alors, du point de vue de la procédure, il faut organiser au moins un entretien avec le salarié pour convenir des modalités de la rupture conventionnelle. Donc, pour vous, c'est l'occasion de s'assurer que son consentement est libre, de lui exposer les modalités de la rupture conventionnelle et de convenir avec lui toutes les conditions de sortie, l'indemnité, mais aussi la date de sortie, que vous pouvez différer par rapport à l'homologation. Après cet entretien, il faut signer la convention de rupture. Donc là, il faut compléter très soigneusement le PV CERFA. Pourquoi on précise soigneusement? Parce que s'il manque une seule mention sur le PV CERFA, c'est une cause d'irrecevabilité de la rupture conventionnelle et il faut recommencer toute la procédure depuis le début et faire repartir le délai de rétractation. Donc c'est assez long. À partir de la signature de la convention de rupture, vous avez le délai de rétractation qui court, qui est de 15 jours calendaires. Et pour la rétractation, ce qui compte, c'est la date d'envoi de la rétractation. Donc, si le salarié vous envoie sa rétractation dans les 15 jours, même si vous la recevez après, sa rétractation doit être prise en compte et sera valable. Après les 15 jours, si vous n'avez pas reçu de rétractation et que vous ne vous êtes pas rétracté non plus, parce que c'est aussi votre droit de vous rétracter, vous déposez votre demande d'homologation sur le site TéléRC. C'est obligatoire depuis le 1er avril, vous ne pouvez plus faire d'envoi papier. Ça, c'est important parce que ce ne sera pas traité si c'est un envoi papier, sauf pour les salariés protégés, où il faut l'envoyer à l'adresse. Et l'inspecteur du travail va disposer de 15 jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de votre demande pour homologuer ou refuser l'homologation. Sachant que si vous n'avez pas de réponse, ce sera considéré comme une homologation implicite de la part de l'inspection du travail. Oui. On avait une question sur le CDDI, mais comme on l'a passé pour la fluidité, on la traitera dans la foire à questions. Est-ce que vous avez des questions sur la rupture conventionnelle? Non? Ok. Écoutez, très bien. Du coup, on a avancé plus vite que prévu puisque vous n'avez pas de questions. Donc, on va pouvoir passer sur la dernière partie qui est la rupture dans un contexte conflictuel. Il y a deux cas de rupture qui peuvent être faits par le salarié directement devant le juge, en fait. C'est vraiment particulier puisque c'est soit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, soit la demande de résiliation judiciaire. Donc, la prise d'acte, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà rencontrée, elle n'est soumise à aucun formalisme. C'est dans le cas d'un manquement très grave de l'employeur, par exemple, qui arrête de payer les salaires, que le salarié va quitter son poste sans indemnité, sans préavis, et qui après saisit le conseil de prud'homme, qui lui va devoir apprécier le niveau de gravité du manquement de l'employeur et statuer sur la rupture. Soit le conseil de prud'homme va dire effectivement le salarié avait raison, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du salarié. Dans ce cas-là, elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc avec une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de préavis. Donc, ça peut être important si le salarié a une grosse ancienneté. Soit le salarié avait tort, les manquements de l'employeur n'étaient pas si graves que ça, ou en tout cas, ils ne justifiaient pas une prise d'acte. Et dans ce cas-là, la prise d'acte produira les effets d'une démission. Vous voyez que c'est quand même un coup de poker pour le salarié au moment où il part, puisqu'il doit attendre la décision du juge. La demande de résiliation judiciaire, c'est la même logique, sauf que le salarié ne prend pas le risque de quitter son poste, puisqu'il le fait quand il a un contrat de travail en cours sans quitter son emploi.
Donc, des manquements très graves, et pendant l'exécution de son contrat de travail, il saisit le juge en disant ces manquements doivent justifier la résiliation judiciaire. Vous voyez, c'est une moins grosse prise de risque pour le salarié, puisque quelle que soit la décision du Conseil de prud'homme, son contrat potentiellement pourra se poursuivre si les manquements ne sont pas suffisamment graves. Après, voilà, c'est quand même compliqué de rester en poste quand on a fait une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En général, c'est plutôt des salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie. Alors, du coup, on est allé assez rapidement, comme on avait un support très dense. Donc, c'est bien parce que ça peut nous permettre d'avoir un échange sur ce qu'on a pu voir, les motifs de rupture, soit licenciement, démission, rupture conventionnelle. Peut-être qu'on peut revoir du coup la question sur le CDDI. Je ne sais pas si on pourra y répondre tout de suite. Mais... Alors maintenant, je vais en profiter parce que je vois que tout à l'heure, il y avait 8 personnes, maintenant il y en a 19. Donc, je vais préciser que le prochain webinaire co-animé avec le cabinet Cornillet sera du coup le 22 septembre 2022, pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui. Donc, la question qu'on a, c'est la carte de séjour. Effectivement, une personne qui n'a plus le titre de séjour qui lui permet d'avoir un contrat de travail en France, sur le territoire français. Donc, effectivement, c'est quand même une condition substantielle, la carte de séjour pour pouvoir exercer un travail en France. Donc ça fait partie, justement, le fait de ne plus avoir de titre de séjour, ça fait partie des motifs objectifs que je vous ai présentés tout à l'heure, de rupture du contrat, c'est-à-dire des motifs qui ne sont pas liés à une faute, mais qui font qu'objectivement, le contrat peut cesser. Donc, effectivement, dans ces cas-là, à mon avis, le CDDI s'arrête. Après, voilà, mettez-vous dans ce cas-là peut-être en lien avec l'inspection du travail si vous avez juste un petit délai de latence pour le renouvellement de la carte de séjour, d'essayer d'avoir une tolérance là-dessus, parce que c'est toujours compliqué de faire cesser un contrat pour ce motif-là. Mais oui, ça peut être un motif objectif. Et pour moi, vous n'aurez pas spécialement d'indemnité à verser, hein, puisque c'est un CDDI. Alors, Pascal, un salarié en CDI nous déclare ne plus vouloir travailler dans la structure, demande une rupture conventionnelle que nous refusons, puis fait valoir un arrêt maladie depuis 2 mois. Que faire? Alors, la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée, hein, du coup, comme son nom l'indique, donc vous n'êtes pas tenu d'accepter. Dans l'éventualité où il a un arrêt, c'est un arrêt justifié, mais c'est sans incidence sur le fait que vous êtes toujours en droit de ne pas accepter la rupture conventionnelle. Oui. Alors effectivement, du coup, il a adopté la stratégie de je punis l'employeur de son refus, peut-être en demandant un arrêt maladie. Donc ça vous met dans une posture qui est un petit peu compliquée. Alors, 2 possibilités. Soit vous revenez sur votre décision et vous acceptez la rupture conventionnelle parce que vous avez l'impression que voilà, il y aura une obstruction et que la relation va devenir très compliquée. Mais ça veut dire aussi peut-être un peu céder au chantage. Soit vous pouvez envisager la possibilité du motif de licenciement qu'on a vu tout à l'heure pour absence prolongée qui cause un trouble dans le fonctionnement de l'entreprise. Mais ça dépend du poste du salarié. Il faut vraiment que son poste puisse le justifier. Il faut que l'absence se prolonge quand même un certain temps. En général, on attend quand même à peu près 6 mois. Donc là, c'est un petit peu court pour utiliser ce motif-là. Mais sinon, vous n'avez pas d'autre possibilité s'il n'y a pas de faute du salarié. On a Pascal au-dessus pour une rupture de CDDI, soit pour une embauche, soit pour une formation qualifiante. Donc effectivement, les 2 motifs de rupture anticipée du CDDI qui sont spécifiques. Nous faisons une rupture d'un commun accord. Est-ce correct? C'est une rupture automatique en fait. Donc effectivement, le salarié n'a pas besoin de vous demander votre accord. Il vous envoie l'élément qui montre qu'il a été embauché ou qu'il a une formation qualifiante. Et dans ce cas-là, la rupture est automatique puisque l'objectif, c'est vraiment que le salarié trouve un emploi pérenne. Donc, vous ne pouvez pas vous y opposer. Après, effectivement, dans la relation, c'est bien d'en accuser réception et de dire de souhaiter bon courage pour la suite. Mais c'est automatique. Même si l'absence est en arrêt maladie. C'est-à-dire même si l'absence est en arrêt maladie.
Est-ce que vous pouvez licencier, c'est ça, pour absence prolongée? Si c'est ça la question, est-ce que le licenciement pour absence prolongée peut avoir lieu en arrêt maladie? La réponse c'est oui, parce que le motif c'est pas l'état de santé, c'est bien l'absence prolongée du salarié. Mais c'est un motif sur lequel il faut être prudent parce que faut que ça cause un trouble au fonctionnement de l'entreprise, donc il faut que vous puissiez démontrer ce trouble et il faut que vous soyez tenu de procéder au remplacement définitif du salarié. Donc il faut qu'il soit remplacé par un CDI, soit juste avant le licenciement, soit juste après. Mais je vous en prie. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on vous remercie grandement de votre participation. Le webinaire, comme d'habitude, est enregistré et sera mis à disposition sur votre espace adhérent, si je ne me trompe pas. Le support sera également mis à votre disposition et complété avec la foire aux questions sur toutes les questions qui ont été soumises aujourd'hui. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée.